Bienvenue à tous dans cette émission de Conscience Astrale, une coproduction de France Liberté. Je suis Ludovic Malo, astrologue chinois, passeur de connaissances et initiateur de talents. Mon invité aujourd'hui est Anne Givaudan. Anne Givaudan, vous êtes thérapeute des âmes et des corps, reporter sans frontières des mondes subtils et énergétiques. Effectivement, vous êtes comme un funambule entre les mondes et les réalités. Vous voyagez depuis le spectre vibratoire étroit dans lequel nous nous trouvons actuellement, qui est la lumière visible des cinq sens, ou visible light, comme l'appelle Billy Carson, vers des spectres vibratoires plus élevés et passer en se jouant de l'un à l'autre sans difficulté et sans même donner l'impression qu'il s'agit là d'un phénomène rare, voire extraordinaire. Vous parlez des mondes subtils, de l'au-delà ou de la vie sur d'autres planètes comme d'une évidence. Anne, votre mission évidente aux yeux et au cœur des êtres en éveil est d'ancrer la lumière sur notre belle terre à qui l'on doit tout et de proposer les clés, la grille de lecture pour ouvrir, libérer et initier les esprits à de nouvelles perspectives d'avenir à la fois fantastiques et réjouissantes. Vous avez écrit une trentaine de livres traduits dans de nombreuses langues, dont Petit manuel pour un grand passage, aux éditions Soi en 2013, Voyager entre les mondes, aux éditions Soi en 2016, et votre dernier livre qui nous intéresse aujourd'hui, Révélation galactique pour un monde nouveau, paru le 12 septembre 2022 aux éditions Soi. Anne, bienvenue à Conscience Astrale, une coproduction de France Liberté, et mille merci de nous avoir accordé cette interview pour ce nouvel ouvrage pionnier qui ouvre la voie, tel un pavillon lumineux, véritable briseur d'ignorance et d'insouciance. Merci, et merci de m'inviter à cette émission. Là, Avant de poursuivre, Avant de poursuivre, abonnez-vous maintenant en un clic à la chaîne YouTube Conscience Astrale, cliquez sur la cloche de notification et partagez maintenant cet épisode avec vos amis sur les réseaux sociaux. Rejoignez maintenant le canal Telegram de Conscience Astrale dans la description de la vidéo et diffusez l'interview via les plateformes de messagerie. Et surtout, ils sont très appréciés et lus. Laissez vos lumineux et inspirants commentaires en bas de la vidéo. Alors, dans cette interview, nous allons parler principalement des différentes dimensions et réalités sombres et lumineuses, des faits, des expérimentations qui sont ignorées par les terriens et compromettent l'intégrité de nos corps, de nos esprits et de notre terre-mère. Nous allons parler des expériences spécifiques réalisées par les forces sombres dans les bases secrètes sur la Terre, la complicité et la naïveté des marionnettes politiques, financières et économiques dans l'agenda sombre, les 100 familles terrestres qui contrôlent et exécutent l'agenda dicté en réalité par des êtres et étoiles sombres, et enfin le plan en cours, lent, discret, mais inéluctable, qui ne vise pas autre chose que la restauration de la planète à son état originel, cette restauration rendue possible avec l'aide énergétique et technologique puissante des êtres de lumière venus des étoiles spirituellement beaucoup plus avancées pour aider à transmuter les énergies sombres, reconstruire et initier une nouvelle réalité, une réalité d'amour en convergence avec les éléments, un nouveau monde véritablement à la portée de main des terriens. Alors, Anne, au début de votre livre, vous citez le frère dominicain et philosophe napolitain Giordano Bruno, 1548-1600. Un jour viendra où l'homme se réveillera de l'oubli, il comprendra qui il est vraiment et à qui il a cédé les rênes de son existence, à un mental trompeur et mensonger qui le rend et tient esclave. L'homme n'a pas de limite et quand il s'en rendra compte, il sera libre, même ici, en ce monde. Récapitulons brièvement pour les auditeurs qui s'éveillent au nouveau paradigme. Nous sommes à une période charnière, cette fameuse fin des temps, telle prophétisée dans de nombreuses civilisations et les Écritures. Quels sont, Anne, les enjeux vibratoires auxquels les terriens sont-ils confrontés? Alors déjà, ce que je voulais dire sur cette citation de Giordano Bruno,
Lui, il a été brûlé, mais c'était un médecin guérisseur et au moment de la peste aussi, qu'il n'a jamais attrapé. Bon, donc c'était une période difficile aussi. Et je trouve que ce qu'il a dit, c'est complètement actuel. C'est comme s'il avait traversé l'époque, traversé le temps pour dire des choses qui nous concernent complètement aujourd'hui. Et l'enjeu évidemment est important parce que nous sommes à une fin de deux cycles importants, de 25 000 ans et de 12 000 ans aussi, enfin approximativement évidemment. Et ces deux cycles font qu'à un moment donné, il va falloir qu'on fasse des choix, que les humains qui habitent sur cette planète Terre fassent des choix. Sinon, ce qui va se passer, c'est que la planète, pour l'instant, a toujours été, enfin, depuis longtemps, c'est un être magnifique et généreux qui a accepté d'accueillir, donc, sur son corps physique, pour des expérimentations, enfin, pour des expériences, pour vivre des expériences sur la Terre, des êtres qui sont en cours d'expérience, mais qui, à un moment donné, doivent faire des choix. Et c'est là où ça se joue, quoi. Et on est en pleine initiation, on est en pleine période initiatique. Donc, c'est une période à la fois terrible et fabuleuse, parce que comme toute initiation, on peut très bien tout d'un coup se sentir complètement submergé. Et en même temps, c'est quelque chose qui est très prometteur, parce que le monde change et parce qu'on va vers autre chose. Donc, de toute façon, c'est même pas une hypothèse. Je veux dire, si on ratait cette histoire, ça ferait comme en Atlantide, ça ferait comme en Lémurie. Ça veut dire une fin de civilisation. Et peut-être aussi un repos au niveau de la planète Terre pour qu'elle puisse reprendre sa force, qu'elle puisse reprendre son énergie. Et à ce moment-là, les humains passeraient ou resteraient sur une planète similaire, disons une planète sœur, dans une troisième dimension. Mais ça, je ne l'envisage même pas parce que je sais que ça n'est pas possible. Je veux dire, c'est une hypothèse, mais c'est juste une hypothèse. Parce qu'en fait, ce qui doit arriver, c'est que vraiment on passe le cap. Par contre, on ne sait pas comment on va passer le cap. C'est-à-dire, c'est comme un accouchement, on va le faire en douceur, on va le faire violemment. Est-ce qu'on va risquer de mourir? Est-ce qu'on va, enfin, de mourir à nous-mêmes, hein, parce que mourir physiquement, bon, ça c'est une autre histoire. Mais c'est là où ça se joue et c'est là où on peut se dire, bon, ben, comment ça va se passer? On est en train de prendre un virage. Est-ce qu'on va le prendre à 100 à l'heure ou est-ce qu'on va le prendre correctement pour que ne pas se désintégrer en même temps qu'on prend le virage, quoi. Mais pour moi, je me souviens il y a quelques années, on était dans un crop circle. Et dans ce crop circle, ce que je voyais à ce moment-là, tout d'un coup, j'ai été en connexion avec un être d'une autre planète qui enseignait de jeunes enfants. Et toutes les planètes leur étaient montrées, quoi. Donc, ils étaient en train de regarder les planètes et la Terre avait repris sa place parmi les planètes de notre système solaire. Alors que pour l'instant, elle est toujours considérée comme une fausse note. C'est-à-dire, c'est la seule qui a attendu que les humains évoluent avant de pouvoir prendre sa place. Donc, c'est vraiment une énorme générosité, un énorme don que fait cette planète. Mais en même temps, maintenant, il faut que les humains se réveillent et en nous, on a toutes les capacités pour le faire. Donc, c'est ça. Donc, l'enjeu est énorme. En même temps, pour moi, il est comme s'il était réussi. Maintenant, je ne sais pas comment il va être négocié. C'est ça la différence. Alors, vous parlez, Anne, de la planète. On a un petit peu du mal, quelquefois, à réaliser que la planète est une entité, en fait, Ouais. vivante. Comment vous pouvez expliquer ce concept à nos auditeurs? J'ai fait des expériences où j'ai pu rentrer dans le cœur de la planète et voir ses axes de circulation, voir sa palpitation, sentir son énergie et voir cet être magnifique en fait, disons, la planète, ça n'est que le corps physique d'une entité qui a accepté, disons, ce challenge, quoi, de devenir une planète école pour les humains et pour d'autres règnes aussi, bien sûr. Parce qu'il y a le règne animal, le règne végétal, il y a tous les règnes. Et c'est peut-être difficile à expliquer, mais si on arrive à se dire que, par exemple, quand dans ce livre, sur les vaisseaux, ils me disent, mais
ce que je sais déjà, ils me disent, mais pour nous, tout a une âme, tout est un être vivant. Même la moindre parcelle de bois. Vous pouvez jeter une chose, vous pouvez... Pour nous, on n'utilise pas, on collabore avec les objets. Un objet, c'est pas considéré comme un objet comme chez nous, comme sur Terre. Sur Terre, on a l'impression que... Ça me fait penser au poète qui disait, objet inanimé, avez-vous donc une âme? Mais c'est ça. C'est-à-dire, quand on est dans un autre état, on s'aperçoit, c'est pas avec la drogue, l'alcool ou autre chose. Bon, oui, mais quand on est en voyage astral, par exemple, ben, on s'aperçoit que toutes les particules sont vivantes. Il n'y a rien qui n'ait pas de vie. On ne peut pas considérer aucune chose n'a pas de vie, rien est sans vie. Quoi, je veux dire, rien n'est inerte. Il y a des circulations plus ou moins denses. Et donc, la planète Terre, elle, c'est un être qui est d'une générosité absolue et qui offre son corps pour qu'on puisse expérimenter. Mais toutes les planètes ont des entités, quoi, sont menées par des entités, dirigées par des entités. Alors, c'est vrai que c'est difficile à comprendre, mais je crois que maintenant, il faut vraiment penser autrement. Il faut vraiment vivre autrement. Il faut vraiment décider d'éradiquer l'ancien, tout ce qui n'est pas utile, pour n'en garder que l'essence, que ce qui vraiment fait avancer les choses. Parce que le reste, c'est ce qui nous fait stagner, quoi, en fait. Alors, on va rentrer dans le cœur de votre nouveau livre, donc, qui est sorti le 12 septembre, Ouais. Révélation galactique pour un monde nouveau, Mm. que les auditeurs sont invités naturellement à commander parce qu'il est très intéressant et on va passer un petit peu en revue toutes les choses qui sont mentionnées. J'ai évidemment un certain nombre de questions à poser Ouais. à Anne Givaudan. Oui, parce Alors, qu'il pose des questions, oui, c'est sûr. oui, alors revenons à la citation en rien anodine de Giordano Bruno, que vous mentionnez au début de Mm. votre livre. L'homme a cédé les rênes de son existence à un mental trompeur et mensonger. Qu'est-ce que cela signifie pour le commun des mortels, formaté dans Mm. le périmètre, la perspective matérialiste et cartésienne? Ben, en fait, c'est-à-dire qu'il y a longtemps, les hommes pouvaient vivre, enfin les humains pouvaient vivre très longtemps. Quand on parle des Mathusalem, quand on parle de ces êtres-là, ils ont réellement existé. Je veux dire, on avait une longévité qui dépassait largement ce qu'on vit actuellement. Et puis, il y avait des relations avec les animaux, il y avait des relations avec le peuple animal, avec le peuple végétal, il y avait des communications qui étaient là, en place, parce qu'il y avait des enseignements qui venaient des étoiles. Et puis, à un moment donné, il y a d'autres forces qui sont arrivées et qui ont fait en sorte que, euh, on pourrait dire, arimanienne, luciférienne, je veux dire, Lucifer, c'est pas une entité comme ça uniquement faite par l'Église catholique ou par d'autres. C'est vraiment une entité qui est venue d'une étoile qu'elle avait fait exploser et qui essayait et qui a essayé sur Terre de pouvoir avoir le rôle d'un dieu, quoi, si on veut. Et donc, qui met des énergies. Alors, on ne peut pas dire c'est le bien et le mal parce que ça veut rien dire. Je veux dire, cette espèce de dualité n'a pas de sens à un certain niveau. Mais ça veut dire qu'il y a quand même des énergies qui font appel à peut-être nos plus bas instincts, c'est-à-dire l'envie de posséder, l'envie d'avoir la vie éternelle, mais avec des moyens technologiques, l'envie de ne pas faire beaucoup d'efforts intérieurs et puis de se laisser porter, l'envie de ne plus croire en soi. Et puis, surtout aussi, à un moment donné, il y a eu cette séparation entre l'âme et le corps. Tout d'un coup, par exemple, au siècle des Lumières, on a décidé que bon, il y avait d'un côté la matière et de l'autre côté l'esprit et que les deux ne collaient pas ensemble, ce qui était complètement fou. Et on a commencé à faire toutes les recherches scientifiques, des recherches technologiques en fait. Mais la technologie sans l'âme, ça ne veut rien dire. Je veux dire, on va faire une avance, mais une avance qui n'aura pas d'intérêt. Parce qu'à un moment donné, on va se perdre. Et c'est ce qu'on est en train de faire actuellement. Qu'est-ce qu'on propose actuellement? On propose de faire des hommes robots,
de leur mettre des implants pour qu'ils puissent être beaucoup plus puissants, beaucoup plus, enfin, je veux dire, avoir beaucoup plus de capacités. Mais ces capacités-là, on les a. C'est-à-dire, il suffirait de se tourner à l'intérieur de nous et d'arriver à les faire ressortir. Et on les a. Mais cette lourdeur, cette pesanteur qui règne sur Terre actuellement fait qu'on a du mal à sortir de cette matrice. Et c'est là où je dis, bon, ben, effectivement, dans cet ouvrage, dans ce livre et dans ces expériences, j'ai pu me rendre compte qu'en fait, on était dans une espèce de couvercle et que pour sortir de la matrice, il fallait vraiment, on était obligé quand même de respirer différemment et puis d'avoir à nouveau confiance en nous. Et l'humain n'a pas confiance en lui. Ou alors il fait semblant d'avoir confiance en lui, mais il n'a pas confiance. Il donne son pouvoir à tout le monde, sauf à lui-même. Il va donner son pouvoir à tout ce qui est extérieur, en fait, mais il ne va jamais s'écouter ou rarement s'écouter. Et quand il écoute ses émotions, il n'écoute pas son âme. Donc, en fait, il se sent perdu. Et, Alors, allons un petit peu plus précisément sur la citation de Giordano Bruno. Il parle d'un mental trompeur et hum, mensonger, mais ça veut dire que, pour que les auditeurs puissent bien comprendre, ça veut dire ouais. que, en fait, nous ne sommes pas notre cerveau, nous ne sommes pas notre mental. C'est bien ça. Alors, ça, c'est sûr. Mais après, il y a deux sortes de mental. Il y a le mental inférieur, le mental supérieur. Le mental inférieur, à chaque fois qu'on doute de soi, des autres, à chaque fois qu'on juge, à chaque fois qu'on est triste. Même moi, ça m'est arrivé à travers toutes ces expériences. Et on me dit, c'est ton mental, c'est ton ego qui fait ça. Et à ce moment-là, je me suis reprise. Mais je veux dire, c'est ça. Je veux dire, c'est à un moment donné, j'ai dit, mais non, c'est trop triste ou j'ai pas envie de raconter ça. Ou est-ce qu'on va s'en sortir? Ne serait-ce que ces questionnements-là, c'est le mental, c'est l'ego, mais le mental inférieur. Le mental supérieur, c'est celui qui va qui va planifier, qui va avoir des objectifs, qui va, je veux dire, c'est dont on a besoin. On a besoin du mental, mais on n'a pas besoin du mental inférieur. Donc c'est ça, c'est là aussi où il faut être clair. Et le mental, comme vous disiez tout à l'heure, en fait, on ne pense pas avec notre cerveau, parce que moi, quand je suis dans des expériences hors du corps, je pense et mon cerveau, il est dans mon corps physique. Donc ça veut dire que je ne pense pas avec mon cerveau, je ne vois pas avec mes yeux. Tout ça, ce sont des transmetteurs, ce sont des intermédiaires. Et ce n'est pas avec ça qu'on pense. Donc, mais par contre, il faut faire attention, effectivement, euh, quel mental on a envie d'utiliser. Est-ce qu'on a envie d'être dans des projets, dans des choses qui soient belles, quoi, des créations? Là, c'est le mental supérieur. Après, tout le reste, bah, c'est les doutes, les jugements, par exemple, ah oui, j'ai envie de donner de l'argent à quelqu'un ou j'ai envie d'aider quelqu'un. Et puis, ah oui, mais avec ce qu'il t'a fait, est-ce que tu crois que la petite voix intérieure qui dit ça, c'est le mental, c'est l'ego. Et c'est ceux qui nous empêchent d'être dans le moment présent et donc d'être vraiment là. Ils sont dans le passé, ils sont dans le futur, mais ils ne sont pas là. Au regard de mon expérience personnelle en état de conscience modifié, est-ce que vous recommandez, par exemple, un travail personnel, notamment sous forme de voyage chamanique, afin de conscientiser la réalité de son existence et le fait que nous ne sommes pas nos cerveaux, mais en fait les véhicules transitoires de l'expérience de notre être supérieur, de notre être de lumière, de notre âme? Alors, il y a des tas d'expériences qui sont proposées en ce moment. Ça dépend de la personne déjà qui fait faire l'expérience. Euh, et après, il ne faut pas s'attacher à l'expérience qu'on va faire. C'est juste comme un signal sur la route. C'est comme, parce que sinon, on va stagner à un autre niveau de conscience. C'est-à-dire qu'on va commencer à capter des plans de l'invisible ou des plans astraux. Mais si on commence à penser que c'est ça, je veux dire, là, on va à nouveau se perdre parce qu'il y a des tas de plans différents, il y a des tas de mondes différents. Et par exemple, dans certains endroits, par exemple, vous allez voir passer des êtres, des images ou des personnages qui vont vous parler. Alors, ils peuvent être vrais et ça peut être aussi
je dirais pas des fakes, mais bon, un peu quoi. Ça peut être aussi des personnages qui se créent pour vous perturber. Donc, il peut y avoir de tout dans ces mondes-là. Il n'y a pas que du beau. Et là, dans ce livre, vraiment, on m'a fait visiter tellement de choses dont j'avais déjà des aperçus que je ne peux pas dire que tout est beau, mais ce sont des expériences intéressantes de savoir qu'on n'a pas qu'un corps physique, de savoir que on est en dehors du corps physique, que le corps physique, c'est une enveloppe appréciable, mais ça n'est qu'une enveloppe. Et ça évite d'avoir peur de la mort, et si on n'a plus peur de la mort, on n'a pas peur de la vie. Et pour moi, c'est important, parce qu'en ce moment, tout le monde a peur de la mort, on se dit, enfin tout le monde, en gros, bon, beaucoup, une majorité a peur de la mort parce que on se dit, parce qu'on nous fait peur, parce que toute cette manipulation sur la peur, je veux dire, avec la peur, si on a peur de la mort, si on a l'impression qu'après, on ne sait pas ce qui se passe, évidemment, et que c'est le désert, ou que c'est annihilé, ou qu'on n'existe plus, bah, à ce moment-là, cette peur fait qu'on fait n'importe quoi et qu'on écoute n'importe qui, et qu'on obéit à n'importe qui aussi. Donc en fait, ce que vous êtes en train de dire, Anne, c'est que dans le cas, par exemple, d'un voyage chamanique, on pourrait tomber sur des entités bienveillantes, tout comme des entités un petit peu moins bienveillantes, c'est ça? Oui, ça dépend du guide, mais ça dépend aussi de soi-même. Parce qu'on peut faire de mauvais voyages comme avec une drogue, hein. Je veux dire, quand on prend des personnes qui disent, ben, moi je suis revenue, j'ai fait un mauvais voyage, ben, parce qu'à un moment donné, c'est comme un éthylique qui commence à voir des choses, il n'est plus sur le plan physique, il voit des choses du plan astral, mais il ne voit pas de belles choses, quoi. Il est dans un certain plan astral. Est-ce qu'on peut dire que l'expérience du voyage dépend de l'état psychologique et vibratoire, émotionnel de la personne? Alors oui, moi je dis oui, bien sûr, parce que moi, par exemple, il m'est arrivé au début de mes expériences ou d'être triste, ou de ne pas être bien, et puis de faire quand même l'expérience, parce que c'était involontaire à ce moment-là aussi, et de me retrouver dans des bas plans d'astral. Mais en fait, ça faisait partie de mon éducation sur ces plans-là. Je veux dire, j'ai pu capter à ce moment-là des plans qui étaient glauques, qui étaient avec des bras coupés, avec des visages grimaçants, et ça m'a permis de faire la différence, et puis de savoir que ok, c'était là, mais ça n'avait pas de pouvoir sur moi, puisque de toute façon, je n'avais pas de corps physique. Donc, ça n'avait pas de pouvoir. Donc, je n'avais pas à en avoir peur. Mais c'était là quand même. Est-ce qu'on peut considérer que ce type de voyage, de toute façon, en réalité, est bénéfique parce qu'il permet d'apprendre quelque chose à la personne qui l'exerce, qui l'expérimente d'une façon ou d'une autre? Disons, est-ce qu'on peut dire Ouais. que finalement, il y a toujours quelque chose à apprendre d'une expérience en état de conscience modifié? Oui, de toute façon, il y a toujours quelque chose à apprendre d'une expérience. Donc ça, je peux dire oui. Après, il y en a qui vont le faire de cette façon-là, il y en a qui vont le faire d'une autre façon. C'est, je veux dire, c'est pas ça qui va donner la valeur spirituelle d'une personne. C'est pas ça qui va augmenter votre spiritualité. C'est pas ça qui va euh, donner du pouvoir, parce que ce sont des éléments. Je veux dire, ce sont des. Ce que je dis toujours, c'est que c'est pas parce qu'on fait un voyage astral ou qu'on sait le faire, que ce soit d'une façon ou d'une autre, naturellement, ou avec un voyage chamanique ou autrement, qu'on est un être spirituel. Je crois qu'il faut bien faire la différence entre les deux. Il y a une pratique, je veux dire, ou des capacités. Bon, j'ai cette capacité-là. Il y en a d'autres qui l'ont. Ça ne veut pas dire que pour ça, il y a une spiritualité derrière. Il peut, comme il ne peut pas. Et il y a des gens qui ont une grande spiritualité qui font jamais ce genre de voyage. Donc, c'est différent. C'est deux choses différentes. C'est une capacité qui permet effectivement de voir que, eh ben, je veux dire que la vie est multiple, de faire l'expérience. C'est une belle expérience en général. Mais ceci dit, parce que tous les gens qui ont fait des NDO aussi, les trois quarts reviennent avec quelque chose de beau et envie de changer de vie. Donc, c'est bénéfique. Mais en même temps, il faut savoir que c'est pas ça qui va faire d'une personne quelqu'un de grande spiritualité. D'accord, c'est juste une expérience qui permet de concevoir d'autres choses, mais c'est pas une fin en soi. Tout à fait, tout à fait. Mais c'est pas une fin en soi, voilà.
Alors, Anne, on va enchaîner sur votre livre. Donc, je rappelle aux éditeurs que vous venez de sortir Révélation galactique pour un monde nouveau. Vous pouvez nous résumer la réalité des faits de la création, du cosmos, du tout, l'existence manifestement d'étoiles lumineuses et d'étoiles sombres, l'existence d'êtres évolués et l'existence d'êtres déconnectés à l'amour et à la conscience cosmique. Comment nos éditeurs devraient comprendre cette situation? Alors oui, c'est une vaste question là, mais euh, ce que Parce je que peux dire, c'est il n'y a que pas que ouais, des il n'y a gentils, pas que des voilà, il n'y a pas que des c'est bons, on ça. va dire ça comme ça. Les êtres qui habitent d'autres planètes, ce qu'on appelle les extraterrestres ou extranéens ou ce que vous voulez, peu importe le nom, mais je veux dire, ne sont pas toujours que positifs. Il y a des planètes qui ont évolué avec amour, avec le cœur, qui sont intéressées par la planète Terre et pour aider la planète Terre. Et il y en a d'autres qui sont comme sur Terre, en fait, des peuples qui sont des envahisseurs. C'est-à-dire, ils ont envie d'un peuple qui puisse asservir. Ils ont envie des richesses que possède cette Terre, parce que cette planète est très riche aux yeux de beaucoup d'autres planètes. Et puis, il y en a qui ont détruit leur planète parce que par trop d'avidité, par trop de sécheresse de cœur, par trop de technologie. Et c'est pour ça que je mets en garde vraiment la technologie sur Terre, parce que si elle n'est pas accompagnée d'amour, si elle n'est pas accompagnée de conscience, ça dessèche complètement. Ça a desséché des planètes. Ce qui fait que ensuite ces planètes, enfin ces êtres-là, ont cherché des planètes refuges, ont cherché des substances qu'ils ne pouvaient plus avoir sur leur planète et qu'ils ont trouvées sur des animaux ou en faisant en même temps des pactes avec des êtres humains qu'on ne connaît pas forcément. Quand je parle des 300 familles, par exemple, qui ne sont pas forcément publics, mais qui pensent qu'ils vont avoir pour eux, je veux dire, qu'ils vont participer à cette euh, prise de la planète Terre, quoi. Pas prise de tête, mais prise de terre, et que en fait, ils vont pouvoir bénéficier disons que d'un grand groupe d'humains, enfin en tout cas les plus intéressants ou les plus solides, ceux qui vont rester et les plus obéissants aussi. Enfin, d'avoir certains esclaves, en fait, ça a toujours été pareil, hein. Je veux dire, ça ne change pas depuis des millénaires. Depuis les millénaires, il y a toujours ceux qui régissent le monde, ceux qui écoutent, ceux qui régissent le monde et qui leur obéissent. Et puis après, il y a les quelques rebelles. Et voilà, mais c'est ça. Mais je veux dire, et donc il y a un enjeu en ce moment cosmique qui est extrêmement puissant entre les forces de lumière et les forces de l'ombre. Et les forces de lumière disent, ben, nos frères de l'ombre et nos sœurs de l'ombre, parce qu'ils savent bien que ça fait partie de leur évolution et que s'ils sont là, c'est parce qu'on leur tend quotidiennement la main. Je veux dire, qui ne seraient pas là, qui font partie et qu'un jour on les remerciera. Ils nous ont dit, mais un jour vous allez les remercier parce que c'est grâce à eux que vous allez avancer. C'est avec ce qui vous font subir ou ce que vous écoutez d'eux ou ce que vous vivez que vous allez pouvoir enfin ouvrir les yeux. Donc pour eux, ce n'est pas quelque chose de négatif. Et d'ailleurs, ce que me dit l'enseignant avec lequel j'ai pu naviguer donc à travers toutes ces expériences, il dit, mais si c'est que la grande lumière a permis ce qui se passe maintenant. C'est pas que tout d'un coup on est puni pour quelque chose ou que des êtres ont envahi la planète malgré nous. C'est comme, je dirais pas une autorisation, mais en fait c'est accepté parce que nécessaire. S'il n'y a pas ces êtres prédateurs, en fait, on va continuer à ronronner ou à dormir comme on l'a fait jusqu'à présent. On a beaucoup dormi. Je me souviens que, même moi, hein, bien sûr, on se demande toujours, ah, il y en a marre de cette terre où il y a des esclaves, où il y a des gens qui travaillent pour rien, où on achète des choses qui sont faites à 1 euro parce que bah, derrière, il y a des gens qui ne vont pas être payés 1 centime. Et on s'en fiche, quoi. Ou alors, on va fumer de la drogue et puis sans s'apercevoir qu'on ruine des pays ou que des paysans, quoi, qui vont faire ça parce que pour finir, c'est avec ça qu'ils gagnent leur vie.
je veux dire, on n'a aucun état de conscience ou peu d'état de conscience et on a envie que ça change, mais on ne sait pas trop comment faire. Ben là, on est obligé, on est au pied du mur. Grâce à ce qui se passe maintenant, on s'est dit, ben maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Et il y a des personnes qui commencent à avoir des tas d'idées extraordinaires. Donc ça, c'est vraiment le bon côté de ce qui se passe. Alors, juste pour résumer, clairement, la planète Terre est convoitée par des étoiles sombres, Oui. justement parce que soit ils ont maltraité leur planète ou ils ont fait des choses, Mm. ils ont détruit l'environnement ou ils ont détruit, est-ce que des planètes en tant que telles ont été, détruites? Vous Il y avez a des connaissance, planètes, ah oui, 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 il y a des planètes complètement desséchées. Il y a des planètes où la vie est complètement, où c'est invivable en fait. Donc ils peuvent pas, je veux dire, se régénérer. Ils peuvent même plus faire renouveler les êtres qui sont dessus. Ils ont besoin des substances qu'il y a sur Terre. Et donc ils ont fait des pactes et ils vivent dans des souterrains ou à l'extérieur quelquefois. En prenant, par exemple, au début, il y avait un pacte où ils pouvaient prendre sur les animaux, prélever des substances dont ils avaient besoin. Et c'est pour ça qu'on retrouvait des vaches bizarrement découpées, avec des morceaux qui étaient découpés. On ne savait pas d'où ça venait. On se disait, ah, peut-être il y a une secte qui est passée par là. Et puis l'année dernière, ou je ne sais plus, où il y a 2 ans, c'était les chevaux, en tout cas dans nos régions, pas dans notre pays. Il y avait les chevaux et on se disait, mais il doit y avoir des vols. Et puis à un moment donné, il y a quand même des gendarmes qui, ayant fait des enquêtes, ont dit, c'est pas de main humaine. En tout cas, c'est pas une histoire humaine. Donc ils ont peut-être pensé à des animaux ou à autre chose. Mais non, je veux dire, c'est tellement bien fait, c'est tellement découpé avec précision. Il y a quand même des éléments qui sont enlevés, prélevés, parce que ces êtres-là en ont besoin et parce qu'ils ont demandé l'autorisation contre des technologies. Ce dont ne s'aperçoivent pas les gouvernements, c'est que ces êtres-là n'ont aucune parole, ce qui fait que les technologies vont les donner à droite, ils vont les donner à gauche. C'est, je veux dire, à un gouvernement ou à un pays ou à un empire et à un autre, même si ces deux, après, vont se combattre, quoi, grâce à ces technologies. Alors, juste un point particulier par rapport à la Terre, parce que c'est une Terre qui a beaucoup d'eau, d'océans, Ouais. de mer. Est-ce que c'est quelque chose qui est habituel sur d'autres planètes ou pas? Non, la planète Terre est vraiment, elle a une richesse incomparable. Je veux dire, il y a des planètes, d'abord, elle a une richesse de par ses habitants, parce que c'est la seule planète où il y a des habitants aussi différents, des noirs, des jaunes, des blancs, des rouges. Je veux dire, donc, il y a toutes sortes d'habitants, des petits, des grands. Ça n'existe pas sur les autres planètes. Sur les autres planètes, quand j'y vais, je veux dire, il y a une race qui habite la planète. Il y a un type de paysage qui peut être magnifique, mais peut-être même beaucoup plus serein que sur Terre. Mais par contre, il n'y a pas cette diversité à la fois chez la population des autres planètes. Donc sur Terre, il y a une diversité et le challenge de la Terre, c'est faire vraiment l'unité dans la diversité. Et c'est pour ça que ça dure si longtemps. C'est parce qu'on a des façons de penser différentes, parce qu'on a des graines d'étoiles en nous différentes. Donc des façons de penser différentes, des façons de faire, de vivre différentes. Et malgré tout, il faut qu'on arrive à s'entendre, qu'on passe au-dessus de tout ça, ou avec tout ça, et qu'on fasse quelque chose de magnifique. C'est ça le challenge de la planète Terre. Et en même temps, elle est très convoitée parce qu'elle a on l'appelle la planète bleue à cause de toutes ces mers, ces rivières, ces cours d'eau. Et elle a une végétation inégalée. Et on ne s'en rend pas compte. On est en train de détruire tout ça sans se rendre compte que vraiment, enfin bon, il y a des gens qui s'en rendent compte, bien sûr, mais je veux dire, en tout cas, pas ceux qui nous dirigent, sans se rendre compte que c'est quelque chose de magnifique, quoi. Je dirais qu'on ne peut pas posséder quelque chose de magnifique. Il faut vraiment collaborer, mais on ne peut pas posséder. Alors, il y a un point qui est important, que j'aimerais noter, c'est, est-ce que, Anne, vous confirmez, dans toute cette logique, l'imposture de la théorie, darwinienne qui voudrait faire croire à la population qu'en fait l'homme il est sorti d'une caverne etc. Parce qu'on parlait justement des richesses civilisationnelles et des Ouais. différentes origines et races physiques sur Terre. Donc ces peuples en fait viennent en réalité d'autres étoiles. Oui, parce que ça n'a rien à voir avec ce qui a été raconté. Tout est faux, je veux dire. Notre histoire est fausse, notre géographie est fausse.
on n'apprend rien en définitive. Je suis désolée pour les profs parce que moi je l'ai été aussi et vraiment, c'est désolant de se rendre compte qu'en fait on n'apprend pas les vraies choses, quoi. Et au niveau de l'histoire de la Terre, j'ai pu rencontrer des êtres qui sont des généticiens d'un haut niveau, qui ont créé des corps, et quelquefois ils ont expérimenté évidemment, pour que ces corps-là puissent contenir des âmes qui allaient faire des expériences sur la planète Terre et qui acceptaient de venir sur la planète Terre. Mais ce n'étaient pas des personnes qui ressemblaient à des singes, ce n'étaient pas des personnes qui étaient des algues bleues, c'était pas, je veux dire, ça ne tient pas debout ces histoires-là. Et moi, ce que j'ai vu, c'est vraiment des êtres qui avaient des qualités, qui avaient des façons de penser, euh, qui avaient leur passé aussi, et qui expérimentaient à travers des corps qui allaient s'adapter à la Terre et qui allaient donner une vie sur Terre. Et ça, c'était vraiment extraordinaire. Et ces généticiens allaient les aider. Donc, il y a eu je me suis trouvée à un moment donné à la place d'une personne qui arrivait en vaisseau sur la planète Terre pour justement expérimenter cette vie sur Terre, parmi donc sans doute les premiers habitants de la Terre, qui avaient quand même certaines angoisses, évidemment, mais qui savaient aussi qu'elles allaient être en lien avec des êtres, des étoiles, avec leur peuple des étoiles qui allaient venir régulièrement leur donner des enseignements pour qu'ils puissent s'adapter. Et c'est pour ça, moi, par exemple, quand je voyage avec Antoine, dans certains pays, on fait souvent des échanges avec des praticiens de différents pays. Et il se passe des choses étonnantes, ce qui fait que les enseignements reçus des étoiles, par exemple pour des soins, pour des chants de guérison, pour des pratiques de guérison, ben, il y a des choses qui sont analogues. J'ai vu chez les Amérindiens des soins qui ressemblaient, si ce n'est qu'eux, au lieu d'utiliser la main, ils vont utiliser une plume pour faire une incision, par exemple. J'ai entendu des chants qui pouvaient ressembler. Je veux dire, ils ont des enseignements des étoiles. Les peuples premiers, ceux qu'on essaie d'éradiquer tout le temps, là, parce qu'on se dit que, bah, effectivement, ils en savent trop, et on les fait passer pour des imbéciles en disant qu'ils savent rien. Et ben, en fait, on vole leurs plantes, on vole leur savoir, et on éradique, en fait, toute cette sagesse qu'ils ont du cosmos. Et ils en ont gardé des brides. Ça ne veut pas dire que ce soit des sages, mais ça veut dire qu'en tout cas, si on tenait compte de ce qu'ils disent, si on tenait compte de certains principes qu'ils ont, ben on vivrait beaucoup mieux. Ce serait donc c'est ça quoi. Je veux dire, ça n'a rien à voir avec Darwin, ça n'a rien à voir avec tout ce qu'on nous raconte ou tout ce qu'on nous fait croire pour nous maintenir dans une espèce de chape de plomb et qu'on soit surtout bien obéissant et qu'on n'ait pas l'impression. Euh, je sais qu'il y a des personnes qui sont en train qui me surveillent beaucoup parce que je voudrais savoir si je ne parle pas trop des extraterrestres. Alors là, avec ce dernier livre, c'est fichu là de toute façon. Et ils veulent savoir parce que, parce que ça libère les gens, ça libère les humains de savoir qu'ils ont en eux une portion d'étoile, qu'ils ont une étoile, qu'ils ont une force, qu'ils ont un savoir. Et que bon, maintenant, il est temps de le réveiller, quoi. Donc c'est un petit peu comme briser le plafond de verre, n'est-ce pas? C'est ça, c'est ça. Et c'est ça qui fait peur à certains. Alors, il y a deux choses qu'il faut bien différencier. Vous parlez de ces fameux généticiens spirituellement élevés qui travaillent sur la création de corps, justement pour permettre aux âmes de s'incarner dans différents Mmh. contextes, dans différents espaces-temps, etc. Donc, vous en parlez dans le livre et c'est super intéressant. Mais d'autre part, il y a aussi des expériences pas très reluisantes Pas qui se très belle, passent. non. Alors, Mmh. justement, je parle d'expérimentations qui sont ignorées par les terriens et compromettent l'intégrité de nos corps, de nos esprits et de notre terre-mère. Vous pouvez expliciter ces faits? Oui, bien sûr. C'est fou, quoi, parce que dans les souterrains, il y a par exemple en Alaska ou ailleurs, enfin dans ces régions extrêmement froides, il y a des zones que même les avions ne peuvent pas survoler et où il y a des laboratoires qui n'appartiennent à aucun drapeau. C'est des laboratoires sans drapeau, c'est-à-dire qu'ils n'appartiennent pas à un pays, ils appartiennent à d'autres instances, quoi. Et là, toutes les recherches sont possibles. On met des bons chercheurs, de grands chercheurs, qui, eux,
n'ont pas forcément conscience de ce qu'ils font, mais leur objectif et leur amour, c'est la recherche. Donc, ils sont prêts à tout pour chercher et on leur donne toutes les possibilités. Donc, c'est pas qu'ils soient mis, je veux dire, c'est pas que je sois contre ce qu'ils sont en train de faire, mais je me rends compte qu'en fait, c'est facile d'abuser des personnes en leur promettant ce à quoi ils tiennent le plus. Et là, les chercheurs qui sont dans ces endroits-là, ils vont avoir de l'argent, mais ils vont avoir en même temps toutes les possibilités de faire toutes les expériences qu'ils veulent. Donc, à ce moment, et j'ai vu des choses qui étaient des clonages, par exemple, qui étaient faits, mais pas seulement par des chercheurs de la Terre. Ils étaient très aidés quand même par des races insectoïdes ou des races reptiliennes. Et puis, il y avait aussi des choses qui étaient éprouvantes, par exemple. À un moment donné, par exemple, dans un des laboratoires, il y avait un enfant enfin, j'avais l'impression qu'un des chercheurs portait un bébé dans les bras, mais il portait pas un bébé, en fait, il portait un mélange, un être qui était un petit enfant qui était mélangé entre le cochon et l'humain et qui avait une tête un peu de porcelet, mais en même temps, il rampait parce qu'il était petit. Il rampait à quatre pattes, mais il avait une queue, et il avait des attributs humains. Donc c'était terrible quand même parce que on sentait qu'en lui, il y avait une âme, qu'il y avait quelque chose, mais en même temps, il ne pouvait pas tout exprimer. Et puis toute cette hybridation faisait quelque chose de monstrueux quand même. Donc je me dis, mais c'est jusqu'où ça va aller, jusqu'où ça peut aller. Et ça, les humains ne le savent pas, ils ne sont pas au courant. De la même façon qu'ils ne sont pas au courant non plus qu'on ne devrait plus en être à l'ère des énergies fossiles. Ça fait longtemps que toutes les énergies, là, dans le sens positif, ont été trouvées, on les connaît. Il y a des laboratoires de recherche qui sont très lumineux aussi, avec des êtres de l'espace. Et dans ces laboratoires-là, je veux dire, j'ai eu à un moment donné, disons, j'ai pu voir un des êtres et sur lui, tout d'un coup, j'ai reconnu le visage de Tesla, par exemple. Et il a dit, mais moi, j'ai apporté une technologie à la Terre parce que c'était le moment, mais les âmes n'étaient pas prêtes. Et donc, à partir de ce qui a été donné, bon, on a fait n'importe quoi et on a supprimé ce qui aurait pu aider la population mondiale. Donc, il est temps vraiment de se réveiller d'être capable de dire non quand on veut dire non, quel que soit ce qui peut arriver. C'est pas de faire ça n'importe comment, c'est pas de lutter, parce que lutter, je veux dire, ça va pas mener à grand-chose, ça réveiller encore des énergies de guerre, mais c'est de se positionner, de retrouver notre histoire, et puis de faire à côté quelque chose d'autre qui, à un moment donné, va être tellement fort que ça va envahir toute l'ombre, quoi, tout ce qui est sombre, parce qu'il y aura suffisamment de personnes qui, à un moment donné, vont être dans un monde nouveau et elles vont dévitaliser parce qu'elles n'achèteront plus certaines choses, parce qu'elles ne participeront pas au monde ancien. Et c'est ce qu'il faut arriver à faire. Je veux dire, c'est comme une révolution, mais une révolution d'un autre type. C'est qu'à un moment donné, OK, on crée un autre monde, on ne participe plus ou peu, parce qu'on est obligé un peu quand même pour l'instant, mais petit à petit, on crée d'autres valeurs, on crée d'autres façons de vivre, on- et c'est en train de se faire. Et c'est ça qui me donne beaucoup d'espoir quand même. Je me dis, bon, ça va prendre un peu de temps peut-être, mais ça ne peut pas prendre beaucoup de temps parce qu'on n'a pas beaucoup de temps devant nous. Mais c'est quand même fantastique. Alors, je fais une petite aparté parce qu'effectivement, vous mentionnez le fait d'énergie fossile. Il se trouve que je me suis penché un peu sur le sujet et en fait, la réalité, c'est qu'il n'y a aucune preuve scientifique que le pétrole a une origine fossile et tous les scientifiques qui ont essayé de prouver le contraire n'ont pas d'éditorial, sont un peu Mm. écartés. Est-ce que, il y a de grosses probabilités qu'en fait, le pétrole n'a pas une origine fossile, mais potentiellement magmatique ou d'une autre source? Comment Le- expliquez-vous que, en fait, au 20e siècle, enfin en 2022, les scientifiques ne soient pas capables d'établir la preuve scientifique
que le pétrole a une origine fossile? Alors, pour le pétrole, c'est un peu particulier parce qu'à un moment donné, c'était quand la planète Vénus s'est approchée de la Terre magnétiquement, il y a les mers de Vénus qui sont passées sur Terre, qui se sont déversées sur la Terre à une époque et qui ont créé justement ces nappes de pétrole. Donc, l'origine est vraiment très particulière. Après, je ne sais pas, mais je sais que ce que je peux dire, c'est que de toute façon, quand quelqu'un trouve quelque chose autre que ce que veulent ceux qui veulent gouverner la Terre, ben, je veux dire, il n'a pas l'autorisation de le dire. Ou tous les bâtons vont lui être mis dans les roues pour qu'il ne puisse pas le faire. Moi, je connaissais une personne qui était donc celui qu'on appelait à l'époque parce il est mort il y a 2 ans, l'électricien. Et c'était un homme autiste qui, même des petits, parce qu'il était orphelin, des petits, ben, comme il n'avait pas d'argent, il faisait marcher les voitures électriques sans électricité. Il a toujours fait tout marcher sans électricité. Ensuite, comme il travaillait pour tondre dans les jardins au Québec, eh ben, il tondait avec des tondeuses sans moteur. Je veux dire, mais il le montrait. Et ça le faisait beaucoup rire parce que il voyait l'étonnement des scientifiques, parce qu'il faisait des réunions. Et puis un jour, il a été pris par Hydro-Québec. Et puis on ne l'a pas revu pendant un moment. Et après, on s'est aperçu qu'ils avaient détruit toutes ses inventions et qu'il l'avait quand même beaucoup analysé. Et il avait des cicatrices un peu partout quand même. Donc, Alors, je ne vous pose pas cette question de manière anodine, c'est surtout le fait par rapport à ces énergies fossiles, qu'il y a un consensus. Et on constate que on est inondé de consensus, pour la plupart qui sont faux. Donc, ouais, ouais. ma question, c'est, parce que dans votre livre, c'est mentionné qu'il y ait ces énergies fossiles, est-ce qu'il est envisageable que les êtres avec qui vous avez discuté, que vous avez rencontrés, euh, pour une raison pratique, utilisent des informations qui ne soient pas correctes pour faire passer un autre message? Alors là, c'est difficile de répondre. Par exemple, de faire passer quel message, par exemple, Bah, en parlant de l'électricité par ou... exemple, si on fait l'hypothèse que, parce qu'il n'y a aucune preuve scientifique Ouais. que le pétrole a une origine fossile, que effectivement elle n'est pas une origine fossile, mais que dans la communication qu'ils ont avec vous, ils assument ce mensonge pour éviter de trop perturber les terriens et de rentrer dans ce dogme, mais pour dire qu'il y a un nouveau monde qui va se faire. Bon, ça ne veut pas dire que si le pétrole est en quantité illimitée, qu'il faut continuer à utiliser le pétrole. Ce n'est pas la question. Mais c'est Mm. juste pour dire, est-ce que les entités avec qui vous discutez, que vous rencontrez dans les mondes subtils, est-ce qu'ils sont prêts potentiellement à s'appuyer sur des choses qui sont fausses pour faire passer certains messages? Ils vont pas... enfin, pour ma part, non, je les ai jamais vus en train d'accepter le faux pour prêcher le vrai, disons. Mm. Et ils vont pas faire comme ça. Ils vont peut-être accepter qu'on en soit à un certain niveau et qu'on croit certaines choses. Et puis, ils feront passer leur message d'une certaine façon. Mais parce qu'ils savent que bon, ben, ça ne sera pas prêt ou qu'il y a des personnes qui vont être, euh, qui vont être torturées à cause de ça ou des choses comme ça. Ils vont éviter qu'il y ait des drames. Par exemple, quand il y avait beaucoup d'apparitions d'ovnis et qu'il y avait beaucoup de contacts, à une époque, il y a eu beaucoup plus de contacts qu'il y en a maintenant. Et à un moment donné, ils avaient cette stratégie de passer à travers des personnes et puis de contacter des personnes qui, normalement, intellectuellement, ne pouvaient pas inventer toute une histoire. Donc, pour qu'elle soit crue. Et puis, ils se sont aperçus que ces personnes-là, où elles vivaient l'enfer parce que les gens ne les croyaient pas ou vraiment les dépréciaient ou se moquaient d'eux et tout ça, ou au contraire, ça les perturbait complètement, ce qui fait qu'ils ont arrêté de pratiquer de cette façon-là. Donc, eux aussi, ils cherchent comment communiquer avec l'humain.
et comment faire passer les messages sans qu'il y ait trop de perturbations. Donc là, maintenant, ils vont faire différemment et ils ont prévu d'autres plans, mais c'est- ils cherchent, quoi, je dirais. Ils savent pas forcément comment va réagir une population. Et là, tant que la population, il y a beaucoup de gens qui disent, mais pourquoi ils apparaissent pas? C'est impossible qu'ils apparaissent vraiment tant qu'on n'a pas enfin, relevé, réveillé nos vibrations et monté un peu notre niveau de conscience, notre niveau d'amour, enfin bon, voilà quoi. Et aussi, tant qu'on veut juste les voir comme ça, tant qu'on n'est pas assez nombreux pour accepter de les voir. Parce que sinon, ce qui va se passer, c'est que les armées vont arriver et bientôt, vous allez voir qu'il va y avoir des faux, c'est-à-dire des ovnis qui vont apparaître avec d'autres êtres qui ne seront pas du tout positifs pour faire croire ou à une guerre de Ou à une l'espace invasion ou quelque ou à chose une comme ça. invasion ou à des choses comme ça, quoi. Donc ça, je m'y attends aussi, hein. Ok, alors Anne, on avance un petit peu dans le Oui, oui, livre. oui. Effectivement, des expériences spécifiques sont réalisées par les forces sombres dans des bases secrètes sur la Terre avec la Mm. complicité d'un gouvernement parallèle. Vous pouvez nous donner des détails? Est-ce que ces scientifiques qui réalisent ces expériences sont tous de forme humanoïde? Non, alors donc dans ce que j'ai vu dans les laboratoires, ils sont toujours aidés par des êtres de l'espace. Ils peuvent prendre des formes insectoïdes. C'est pour ça que j'ai fait faire quelques dessins dans le livre pour que les personnes s'habituent, les lecteurs s'habituent à différents physiques. Mais ils sont aidés. Ils Oui, sont alors j'aimerais secondés, ils sont juste aidés, hein. montrer, par exemple, Ouais. ici un Mm. personnage. Oui, Donc ça donne un petit point de vue. Il y a ouais, d'autres dessins également qui sont sympas. ouais, ouais, ouais. Ah oui, c'est là, oui. Donc effectivement, il y a toutes sortes de... C'est pour montrer en fait que c'est tellement divers qu'on ne va pas s'effrayer quand on Voilà, voit juste un certaines autre encore. énergies. Ouais, ouais, ouais. Et même Euh, des êtres, j'ai vu des êtres qui ressemblaient aux petits gris et qui n'en étaient pas. Donc c'est pour ça, je veux dire, il faut vraiment se fier à son intuition et puis avoir suffisamment d'amour pour que ou ils s'éloignent de nous ou qu'au contraire ils puissent venir vers nous. Et à ce moment-là, on saura de qui il s'agit. Mais il y a des êtres qui ressemblent au gris et qui sont très positifs. alors, Anne, expliquez-nous la complicité et la naïveté des marionnettes politiques, financières et économiques dans l'agenda sombre. Qu'est-ce que les êtres sombres leur font miroiter? Alors, ils leur font miroiter l'éternité et le pouvoir, un peu, même pas le pouvoir, ils l'ont déjà, l'argent, ils l'ont déjà. C'est comme si on leur disait, mais vous allez être Dieu à la place de Dieu, quoi. C'est ça qu'en fait. Il faut se rendre compte que ces êtres-là n'ont pas besoin d'argent, n'ont pas besoin de finances, ils l'ont. Mais c'est comme un jeu de Monopoly, ils ont besoin toujours de plus. Et leur ego est insatiable. C'est-à-dire qu'ils ont... Et cette croyance en l'éternité, ils sont prêts à n'importe quoi pour ne pas mourir et vivre des expériences étonnantes, enfin, vivre... Et puis après, l'humain n'a pas... L'animal, l'humain n'ont pas d'importance pour eux parce qu'ils se croient au-dessus, au-delà. Mais en fait, les êtres qui les utilisent se gardent bien de leur dire que de toute façon, et eux-mêmes, je ne sais pas comment ils peuvent être aussi naïfs de penser qu'ils vont avoir ce que ces êtres leur promettent. Ce sont des êtres qui ont l'habitude de tromper. Et donc, c'est très curieux, c'est ce qui m'étonne le plus, c'est de voir ces êtres-là, enfin les humains en tout cas, mais dans les humains, il y a des hybrides, et aussi, il y a quand même des laboratoires dans lesquels il y a une génétique qui est gardée pour qu'il y ait des êtres qui puissent, des familles, qu'on appelle les 300 familles, qui puissent se générer entre eux, et en même temps, où il y a eu des manipulations qui font qu'il n'y a pas de conscience. Enfin, c'est pas qu'il n'y a pas de conscience, il n'y a pas euh, d'émotion, par exemple. Ils peuvent très bien ne pas avoir d'émotion. Ils peuvent voir quelqu'un être torturé, mais ça ne va pas les chambouler parce que il y a quelque chose en eux qui a été vrillé ou qui a été brimé, qui a été ficelé. Enfin, c'est très curieux, quoi. Il y a une banque génétique secrète qui fait que ces êtres-là vont se marier entre différentes familles, mais pas à l'extérieur.
Et à un moment donné, ça va donner quand même des êtres qui génétiquement sont modifiés et pas modifiés d'une bonne façon, quoi. Modifiés pour pouvoir servir d'autres êtres qui ont besoin d'eux quand même. Alors, ça s'inscrit, naturellement pour comprendre, l'enjeu dans ce fameux agenda, transhumaniste. Mm. Donc en fait, ils leur promettent l'éternité, c'est ça? Ah oui, ils leur promettent la beauté, l'éternité, le pouvoir, enfin le pouvoir, mais un pouvoir créateur, quoi. Comme s'ils étaient des créateurs. C'est c'est vraiment, bon, je sais pas, c'est Dieu à la place de Dieu, quoi. C'est ça surtout. Et pour Alors, eux, c'est tout. parlez-nous, brièvement des 100 familles terrestres qui contrôlent et exécutent l'agenda dicté en réalité par des êtres, et étoiles sombres. Qu'est-ce qu'il faut savoir pour mieux comprendre l'ampleur de cette situation? Situation qui n'est pas un complot, mais bien un consensus. Ce qu'il faut savoir, c'est, par exemple, moi j'ai trouvé un reportage d'Élise Lucet qui était très intéressant parce que quand elle parlait des, je crois que c'est des opioïdes, enfin, ou de ces médicaments donc contre la douleur, et où on s'apercevait que on ne savait pas d'où ça venait, quoi. Et l'équipe cherchait d'où ça venait, qui pouvait avoir créé ces médicaments, qui faisaient qu'il y avait beaucoup de gens qui mouraient en définitive, et qui gagnaient beaucoup d'argent avec tout ça. Il n'y avait pas de nom spécifiques. Ils ont fini par retrouver les familles. Ce sont des familles qui ne font pas de vagues. On ne les voit pas, on ne les entend pas. C'est pas elles qui vont être au devant de la scène comme les présidents, les rois, etc. Bon, bah, eux, ce sont les seconds. Mais ces familles-là, ces familles sont des familles qui ont créé les agents rouges pour la guerre du Vietnam. C'est des familles qui sont habitués à faire ce genre de choses. Il faut éradiquer une partie de population, on l'éradique. Il faut éliminer les plus faibles, on les élimine. Il faut gagner de l'argent en même temps, bah, tant mieux. C'est par l'argent qu'ils vont avoir des valets qui vont leur obéir. Donc, c'est de cette façon-là. Donc, je veux dire, c'est des promesses. En fait, ils vont faire promettre, ils vont proposer à des personnes, ils vont chercher dans les écoles, dans les hautes écoles, par exemple, des personnes, et ils vont bien connaître leurs demandes, quoi. S'il y en a qui aiment les femmes, l'argent ou les hommes, enfin, le pouvoir, eh bien, ils vont leur proposer tout ça en contrepartie de différents services. Mais c'est ça. Je veux dire, c'est des pièges sans arrêt, quoi, des pièges qui touchent à ce qu'il y a de plus fragile en nous, quoi. Alors, vous vouliez, nous parler des clones, hein, en Oui, oui. particulier? Mais oui, parce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai repensé à ça et je me disais, c'est quand même, il y a des armées, on ne s'imagine pas, mais il y a des armées qui sont des armées faites de clones uniquement. Il y a des êtres c'était encore des insectoïdes d'ailleurs qui étaient là, et qui en fait prennent des personnes qui ont certains types de qualités, et avec ces qualités-là, ils vont les cloner et puis en faire à l'infini. Ils peuvent faire des armées mais énormes. Et ces êtres-là, ces clones-là, vont pouvoir aller sur tous les endroits de guerre et être invincibles. Mais vous Donc c'est voulez pour ça dire que que ces clones sont faits sur Terre? ils sont faits sur Terre, ils sont faits dans des endroits de la Terre bien spécifiques. Et après, ils vont être dispatchés dans tous les endroits où il y a des guerres. Ils vont être envoyés dans tous ces endroits-là. Et ils savent comment tirer, ils savent quoi faire, ils obéissent aux ordres et c'est tout. Mais en même temps, comme ce ne sont pas de véritables humains, ils vont pouvoir à la limite mourir et se régénérer. Enfin, c'est invincible et c'est incroyable en même temps. Je me dis, mais on ne peut pas lutter contre ces êtres-là Alors, parce qu'ils n'ont pas de conscience. ce que vous dites là, c'est, effectivement assez perturbant, mais en termes de procréation, ces êtres viennent d'où? Ils sont clonés, OK, mais ils sortent d'où, hein? Ils sortent de cellules qui ont été prises dans la personne qui a été choisie pour être clonée quoi, plusieurs fois. Mais ça, disons que c'est pas le processus habituel de gestation, Ah non, pas du tout. Non, non, ça n'a rien à voir. C'est vraiment des créations à la fois mécaniques, mais en même temps qui vont contenir une mémoire de la personne et qui vont avoir des qualités qu'a cette personne, qui vont avoir le physique de cette personne et en même temps qui vont obéir aux ordres qui leur sont donnés. Mais il n'y a pas vraiment de conscience dedans.
D'accord. Donc là, on est vraiment Euh, dans quelque c'est chose qui carrément est... autre chose. C'est carrément autre chose et c'est vraiment ces personnes-là, moi j'ai vu, elles étaient dans des tubes. Ensuite, elles sont amenées à un certain endroit, on les régénère, elles commencent à bouger et puis ça y est, le clone est parti, quoi. Je veux dire, mais il est déjà physiquement adulte. Il n'y a pas de gestation, il n'y a pas de choses comme ça. Là, ça n'a c'est carrément autre chose. C'est une création, quoi. Une C'est comme, création. en fait, ce qui nous présente dans les films hollywoodiens, c'est ce qui se passe en coulisses, c'est ça? Ah ben sans doute, bien que je me méfie beaucoup d'Hollywood, mais bon, qui, Oui, qui doit parce que faire partie de Hollywood, elle a leur quand même la groupe. réputation Ah bah oui, de diffuser des informations qui sont, enfin, de présenter des choses comme étant de la fiction, qui en fait sont sont de plutôt de la la réalité. réalité. Oui, oui. Et c'est très étonnant parce que quelquefois, ils présentent des choses, mais qui sont réelles. Oui. C'est fou, quoi. Et en même temps, je pense pas qu'ils soient du bon côté non plus. Enfin, du côté, en tout cas, qu'on aimerait. Alors, je vais continuer sur mon questionnement. Donc, on arrive doucement à la fin de cette interview. Donc, quel est ce plan en cours, lent, discret, mais inéluctable, qui ne vise pas autre chose que la restauration de la planète à son état originel? Quel est le plan donc des êtres positifs, enfin de Oui, ceux qui veulent aider la planète? voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'ils s'insèrent un peu partout. Il y en a maintenant qui sont à différents postes, euh, politiques ou non. En fait, ça n'a aucune importance. Ils sont là où ils doivent être. Et puis eux, ils s'en fichent complètement de la notoriété ou de la non-notoriété. C'est pas leur problème. Mais en même temps, ils savent que là où ils sont, il va émaner une énergie particulière qui peut changer la donne, quoi, en fait. Et quand on leur donne la main, enfin, quand on est en accord avec eux, quand on est avec eux, en fait, au niveau de l'énergie, ben à ce moment-là, on peut bénéficier de toutes ces énergies qu'ils apportent sur Terre. Et ces êtres-là vont participer à tous les, que ce soit politique, que ce soit financier, que ce soit social, que ce soit dans n'importe quel domaine. Il y a des êtres qui sont même à des postes complètement anodins, mais qui, là où ils sont, vont faire ce qu'il faut. Et c'est ce que je dis toujours aux personnes. Je dis, il ne faut pas croire qu'il faille faire de grandes choses pour que la Terre s'en sorte. Il faut juste faire ce qu'on est capable de faire. Et j'ai une amie, Guy Langto, qui dit toujours, dans un orchestre, il y a plein de monde, et puis il y a celui qui tient le triangle, et puis qui fait gling. Et il est là, et s'il n'était pas là, eh bien, il manquerait. Donc c'est comme le colibri aussi. Je veux dire, il faut prendre de petites bouchées et puis avancer. Faire ce qu'on peut faire, mais le faire. C'est-à-dire, c'est pas se décourager. Si on se décourage, il y a des centaines de personnes qui sont sur la même énergie que nous, qu'on ne connaît pas, qui vont se décourager. Et quand on reprend courage, quand on se lève, il y a des centaines de personnes qui se lèvent avec nous. Donc surtout, c'est ça. Et je voulais parler du son parce que il y a un des êtres que j'ai rencontré qui m'a dit, mais vous n'imaginez pas les chemins bleus que ça trace sur la planète Terre. Avant, il y avait des points bleus, maintenant, il y a des routes de lumière qui sont encore différentes des portails, parce que le portail, bon, ben, c'est comme une autoroute, ça laisse rentrer toutes les énergies, qu'elles soient positives, qu'elles soient moins positives. Mais là, ces points, par exemple, quand on émet le son, avec amour pour la planète, ce qu'on a déjà fait, euh, et on était beaucoup à le faire dans beaucoup de pays. Et ça a été très chouette parce que je veux dire, on a créé comme ça des portes bleues, des tunnels bleus où ne peuvent rentrer que des choses belles, que des choses positives. Et bon, ben c'est bien que chacun le refasse ou que des groupes le refassent. C'est important pour de redynamiser ce qui a été créé à ce moment-là. Et Donc, ça aide. en fait, vous êtes en train de dire qu'en formulant de manière vocale, soit sous forme de son, de parole ou de musique, Oui. qui permet de en fait amplifier un phénomène de transmutation et d'ancrage de la lumière sur la planète, c'est ça? Mais ça permet de trouer la matrice et puis de créer des zones bleues qui sont guérissantes pour la planète Terre et pour les humains.
et de créer des passages où des êtres bénéfiques, enfin, où des énergies bénéfiques, tout simplement, vont pouvoir circuler avec beaucoup plus de facilité. Donc, on est important. Et il faut que toutes les personnes se rendent compte qu'elles ont de l'importance, que ce qu'elles disent, que ce qu'elles pensent, que ce qu'elles font est important. Et qu'on ne peut pas toujours être parfait, ça c'est sûr. On ne peut pas s'en vouloir parce qu'on a fait des erreurs, mais en tout cas, faire ce qu'on peut au moment où on peut le faire, je veux dire, c'est vraiment important. Parce qu'on a de la puissance. Il ne faut pas la négliger, cette puissance. Alors, cette restauration terrestre et ce plan qui est en cours est assisté par des êtres de lumière beaucoup plus évolués, avec une Mm. technologie et des énergies très élevées. Qui sont-ils réellement et pourquoi s'engageraient-ils dans une action entre guillemets humanitaire sur notre Terre pour réveiller nos esprits à d'autres perspectives? Quelles sont leurs motivations intrinsèques? Leur motivation, alors par exemple pour la planète Vénus, ça a toujours été la grande sœur de la planète Terre. Les Vénusiens ont considéré le peuple de la Terre et la planète comme, comme un modèle et ils ont envie, ils sont passés par les mêmes phases et donc ils ont envie d'aider le peuple de la Terre à, à passer cette période. À passer cette période. Je parle d'eux parce que c'est eux que je connais le mieux, mais il y a d'autres peuples, c'est pareil. Je veux dire, c'est vraiment parce qu'ils ont confiance. Pourquoi est-ce qu'on revient sur Terre à un moment donné quand on n'est pas obligé de revenir? C'est parce que on sait que on a vu, on voit dans les humains une lumière qui donne d'amour qui est présente. Et c'est cette lumière qu'on a envie de faire rejaillir et de faire revivre pour que effectivement ces différentes périodes où la Terre aurait pu s'en sortir, qu'on arrête d'avoir des fins de civilisation et qu'on puisse passer à autre chose maintenant. C'est vraiment, je crois, l'objectif. C'est parce que sur ces planètes-là, il n'y a pas en fait ça c'est à moi, ça c'est à toi. C'est on s'en sort ensemble et on a envie que la planète Terre regagne, soit une note parmi les notes des autres planètes, quoi. On a envie d'accueillir tout ça. Alors, Anne, dernière question. Parlez-nous des différents aspects visuels de ces êtres de lumière. Qu'est-ce qui les différencie? Quel rôle joue la forme de leur être? Est-ce qu'il y a lieu d'être inquiet? D'être inquiet par quoi? Par exemple, par la forme ou quand on Par les voit? par le Quand on les simple, voit? oui, par le Ouais, simple fait de voir des formes vivantes qui sont qui sont surprenantes. différentes, oui, Oui. qui sont surprenantes, mais c'est la qualité en fait qui émane d'eux qui va être déterminante. C'est pas simplement la beauté. Ils ont une beauté parce que intérieurement il y a une beauté. Et c'est ça qui est magnifique parce que je veux dire, moi j'ai vu des êtres au long cou avec des grands pieds, mais ils étaient tellement beaux. Et puis des êtres qui sont beaux parce qu'ils correspondent à nos critères aussi, aux critères humains. Donc ils sont beaux aussi. Et puis des êtres, y avait par exemple euh, des êtres oui, par exemple, ce petit gris-là, je me suis dit, mais est-ce que c'est un gris ou est-ce qu'il est là, est-ce qu'il est nocif? Mais la lumière qui émanait de lui, non, c'était pas ça. Donc, en fait, j'aurais pu effectivement le craindre et puis me dire, mais qu'est-ce qu'il fait là? Pas du tout. C'est, je veux dire, ça n'a rien à voir, nos critères. On a des tas de critères, en fait, qu'il faut commencer à effacer si on veut commencer à pouvoir être interplanétaire. Si on veut aller sur d'autres planètes, si on veut accueillir tout ce qui se fait, savoir que tout a une âme et puis que cette âme, j'ai déjà vu des êtres qui étaient comme des feuilles et des feuilles qui parlent, mais qui étaient magnifiques. Et je veux dire, ça n'a pas de prix. Ça, à un moment donné, on ressent ça et on a envie d'être, je veux dire, d'être avec eux, d'être près d'eux, d'être ensemble. Donc, pour résumer, s'il y a un auditeur qui se trouve dans une forêt et qui est nez à nez avec un personnage inhabituel, ce qui est important, c'est pas la forme, mais l'énergie qui émane de cette Voilà, tout personne, à c'est fait, ça? tout à fait. Voilà. Il peut avoir une forme de feuille, il peut avoir une forme de ce qu'il veut. Et même les êtres de la nature peuvent se présenter sous formes différentes. Mais
Non, c'est ça. C'est pour ça que je dis, il faut revenir à soi et vraiment s'écouter. Et, et pour s'écouter, il faut à un moment donné connaître nos émotions pour pas se faire perturber par nos émotions qu'on confond souvent. On confond souvent nos émotions et notre intuition. Et notre intuition, c'est différent. Dernière question de conclusion de cette interview hyper intéressant, Anne Givaudan. Je rappelle que vous avez écrit ce livre sorti le 12 septembre aux éditions Soir, Révélation galactique pour un monde nouveau. J'invite tous les auditeurs à se procurer ce livre. Dernière question, Anne. On a été en interview ensemble il y a quasiment 1 an et demi. C'était au mois de Ouais. janvier 2021. Il s'est passé certaines choses. De l'eau est passée sous les ponts, comme on dit. Qu'est-ce que vous avez comme message à communiquer à tous nos auditeurs aujourd'hui, mardi 20 septembre? Ah, mais je dirais surtout de ne pas perdre espoir. On aura peut-être des moments difficiles et sans doute un automne ou un hiver qui risque de nous bousculer. Mais si on a été capable de passer ces 2 années qui viennent de se passer, ça veut dire qu'on est capable de traverser le reste. Donc, moi, je dis gardez espoir et puis dites surtout pensez que vous n'êtes pas seul. Il y a plein d'énergie autour de vous, plein d'êtres qui sont là et ils ne feront jamais le travail à notre place. Ce ne sont pas des sauveurs, ce ne sont pas des dieux, mais ils sont avec nous. Et ça, c'est chouette. Est-ce que vous encouragez les personnes à se faire confiance et justement à émaner ces bonnes énergies pour justement jouer un rôle pour dissoudre la matrice? Je dis chacun qui est sur Terre en ce moment l'a voulu et est important. Donc, il ne faut pas l'oublier et il faut vraiment faire tout ce qu'on peut à notre manière, dans ce qu'on est, avec ce qu'on est capable de faire, et puis pas se poser trop de questions et se dire, bon, ben, si quelqu'un a un sourire de plus en nous rencontrant, si a un poids en moins, ben, je veux dire, c'est que déjà on fait notre travail. Et ça, c'est important parce que ça va permettre à la Terre et à cette matrice qui est autour d'elle de petit à petit se dissoudre. On ne va pas lutter contre elle. Ça sert à rien. Ce contre quoi on lutte va se renforcer. Mais on va faire ce qu'on a envie de voir dans le monde ou dans un autre monde. Anne Givaudan, merci beaucoup pour cette interview, de nous avoir accordé donc à Conscience Astrale en coproduction avec France Liberté. J'invite tous les auditeurs, si vous avez aimé cette interview, si vous avez des réactions, Mhm. à faire naturellement des commentaires lumineux et inspirants, positifs. Même si vous avez des questions un petit peu inhabituelles, vous pouvez toujours formuler ça d'une façon inspirante. Et merci encore, Anne. C'est un vrai Ben merci. plaisir de vous Oui. avoir en interview. Et est-ce que vous avez un dernier petit message à dire? Ben merci pour l'invitation. Et le dernier message, c'est faites-vous confiance parce que vous êtes tous des graines d'étoiles. Merci beaucoup.